force de notre parti, le Parti communiste révolutionnaire, et la force de notre internationale, ce sont avant tout leurs idées. C'est notre méthode, la méthode marxiste. Et l'application courante de cette méthode, celle qu'on utilise tous les jours dans notre travail militant, ce sont nos perspectives, c'est-à-dire notre analyse de la situation économique, de la situation sociale, de la situation politique. Il y a toutes sortes d'événements, vous regardez la guerre en Ukraine, la comédie parlementaire en ce moment autour du budget, l'essor du RN, le mouvement du 10 septembre, le génocide en Palestine, l'inflation, les licenciements, le chômage. C'est autant d'événements que tout le monde voit ou que tout le monde vit, qui sont dans toutes les têtes, mais qui ne sont pas forcément compris par tout le monde. D'autant que la bourgeoisie, elle diffuse une grande quantité de propagande pour embrouiller les esprits sur tous les sujets. Et donc notre rôle, à nous, comme communistes, c'est de comprendre, c'est d'anticiper les grandes tendances, d'anticiper et de comprendre les processus en cours pour pouvoir intervenir dans le mouvement, dans la mesure de nos forces, et y diffuser une analyse claire de la situation. Et donc toute analyse en fait, sérieuse de la situation en France aujourd'hui commence en fait, par comprendre la situation internationale. Il est impossible de comprendre la situation en France sans une analyse claire de la situation mondiale, c'est-à-dire du contexte général dans lequel se développe la lutte des classes entre les travailleurs français et leur bourgeoisie. L'élément déterminant à ce stade dans la situation mondiale, c'est la crise organique du système capitaliste. C'est-à-dire que le système capitaliste ne parvient plus à développer les forces productives de façon significative. Le système ne s'est pas remis d'un événement crucial qui s'est passé il y a maintenant quelques années, la crise de 2008. En 2008, pour éviter une récession cataclysmique après l'effondrement de la banque Lehman Brothers, les capitalistes et leurs États ont sauvé les banques et ont sauvé les entreprises par une accumulation de dettes à des niveaux inouïs, à des niveaux absolument immenses. Et depuis la crise de 2008, il n'y a pas eu de reprise significative à l'échelle mondiale. Il aurait dû y avoir un rebond, il aurait dû y avoir une reprise, et pourtant, les années 2010, les années 2020 ont été marquées par un marasme général et par une dégradation des conditions de vie des masses partout sur la planète. Et donc, à ce stade, il n'y a pas de perspective de croissance. L'investissement, qui est à la base en fait, de la croissance, à la base du développement des forces productives, est à des niveaux très bas, beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il faudrait. Et les débouchés, donc la capacité en fait, des capitalistes à exporter leurs marchandises, se réduisent de plus en plus. Il y a de moins en moins de débouchés. Le marché mondial, en somme, il est saturé. On a une surproduction de marchandises et de capitaux qui s'accumulent. Et pourtant, malgré ce marasme économique dans l'économie réelle, les marchés financiers se portent très bien. Vous regardez par exemple, les marchés financiers américains sont au plus haut, malgré le marasme, malgré le fait que l'économie réelle ne se développe pas de façon significative. Ça veut dire qu'une chose, ça veut dire qu'il y a une grande quantité de spéculation, un fort niveau de spéculation, une bulle financière, une bulle spéculative. Et ça, il n'y a pas que nous qui le voyons. Récemment, les capitalistes se sont fait une frayeur quand deux entreprises américaines ont fait faillite, First Brands et Tricolor, qui sont deux entreprises qui sont liées au système de crédit privé, ce qu'on appelle le shadow banking. Donc des entreprises qui, de fait, ont fait leur fortune en plein dans la bulle spéculative, en manipulant de l'argent qui, globalement, ne correspond à aucune valeur réelle. Le 15 octobre, Jita Gopinath, qui est une économiste du FMI, elle a écrit un article dans The Economist à propos de la bulle spéculative aux États-Unis. Et c'était pas très optimiste. Elle expliquait que l'éclatement de cette bulle spéculative pourrait provoquer une grave récession. C'est-à-dire que la bulle spéculative en elle-même, au moment où elle éclatera, elle pourrait provoquer ce qu'on appelle une correction de marché, c'est-à-dire une perte de valeur des actifs boursiers, de l'ordre de 20 trillions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 70% du PIB américain. Ça ne veut pas dire que si la bulle éclate, vous allez avoir une récession de 70% aux États-Unis. Ce sera le cas sur les marchés financiers. Par contre, ce que ça implique, elle dit, c'est une récession dans l'économie réelle qui pourrait être de l'ordre de 2 à 3% du PIB. C'est-à-dire quelque chose d'immense. Une aggravation terrible des conditions de vie de toute la population. On verra ce qu'il en est. On verra de quel ordre précisément sera la récession qui s'annonce, d'autant qu'il n'y a pas que les États-Unis et qu'une récession comme ça pourra avoir des impacts à l'échelle mondiale qu'il est très très difficile de mesurer. Et on ne va pas s'aventurer à faire des prévisions économiques très serrées là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que la crise arrive, ça paraît assez inévitable, mais qu'entre-temps, dès à présent, la situation économique mondiale est très sombre. Je disais que les débouchés se réduisent. Et donc si les débouchés se réduisent, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, surtout s'il y a une surproduction. Et donc les grandes puissances capitalistes, elles sont forcées de se battre pour accéder au marché les unes des autres et pour tenter d'écouler leurs marchandises et leurs capitaux. Et ça, c'est crucial, notamment parce que c'est la motivation première des guerres commerciales qui sont en cours, de la guerre commerciale qu'on voit à l'échelle mondiale. C'est ça qui explique les différentes mesures protectionnistes que les pays impérialistes prennent les uns contre les autres.
Alors, on a beaucoup parlé cet été notamment des mesures protectionnistes qui avaient été annoncées par Trump, les droits de douane, les fameux tariffs. Et on a eu droit à tous les analystes bourgeois qui nous expliquaient que c'était un coup de folie, que Trump voulait déclarer la guerre au libre-échange, que Trump avait des idées absolument farfelues. En fait, on nous présente Trump comme le plus grand fou au pouvoir aujourd'hui. Le truc, c'est qu'en réalité, les mesures protectionnistes, les droits de douane, c'est pas un coup de folie de la part de Trump. Ou alors tous les présidents américains sont fous depuis la crise de 2008, puisque de fait, Obama a fait à peu près la même chose avec un truc qui s'appelait à l'époque le American Recovery and Reinvestment Act, et que Biden, sous sa présidence, a fait la même chose avec le Inflation Reduction Act. Autant de mesures protectionnistes dirigées contre l'Europe, contre la Chine, contre la Russie, etc., qui servaient à défendre les positions, à défendre les débouchés du capitalisme américain. Et c'est pas en fait une histoire de choix politique, c'est pas une histoire de décision, c'est pas est-ce que je préfère le libre-échange ou le protectionnisme, comme nous le présentent pas mal de politiciens. En réalité, la défense des débouchés américains et la défense des débouchés de chaque nation capitaliste, c'est une nécessité économique pour les capitalistes pour pouvoir justement écouler leurs marchandises, leurs capitaux. Et du coup, si les Américains le font, les autres sont forcés de le faire, etc. Donc à l'échelle mondiale, tout le monde est obligé d'adopter des mesures protectionnistes pour tirer son épingle du jeu. Et de fait, l'Union européenne le fait tout autant. Et donc, c'est de la saturation des marchés, je disais, que découle la guerre commerciale et que découle la montée des tensions protectionnistes. Ça pose problème parce que de fait, si vous rendez les échanges commerciaux entre les pays plus difficiles, vous réduisez aussi un des moteurs importants de la croissance. Donc ça joue un rôle à son tour dans le marasme économique général. Mais la saturation des marchés, elle a aussi un autre effet qui est lié. C'est aussi de la saturation des marchés que découle la lutte acharnée pour les zones d'influence, ce qui implique une multiplication des guerres. Pas seulement les guerres commerciales, mais aussi les guerres physiques, militaires. C'est le sens, notamment, des menaces actuelles des États-Unis contre le Venezuela et la Colombie. Si vous avez suivi, les États-Unis sont en train de développer toute une armada dans la mer des Caraïbes pour menacer le Venezuela. Pourquoi les États-Unis font ça? Par hostilité contre le régime de Maduro, etc. Certes, mais surtout parce que c'est pour des raisons économiques, pour des raisons de rivalité impérialiste. Le Venezuela et la Colombie aussi se sont tous les deux rapprochés économiquement de la Chine, qui est devenue, je crois, leur principal partenaire commercial. Et le truc, c'est que Trump, il cherche à combattre la montée en influence de la Chine en Amérique latine, et notamment son accès aux ressources en pétrole du Venezuela. C'est pour ça, de fait, qu'il menace maintenant d'une intervention militaire, pour réduire l'influence de la Chine sur ce qu'il considère comme étant son continent, le continent des États-Unis. C'est aussi cette logique, la logique de l'affrontement des impérialistes pour des débouchés, pour des zones d'influence, qui explique en réalité la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle découle de la rivalité stratégique et commerciale entre la Russie et les États-Unis et leurs alliés. De fait, Biden il s'est servi de la guerre en Ukraine, notamment pour forcer l'Allemagne à rompre ses liens économiques de fourniture énergétique avec la Russie, alors que l'Allemagne était fortement dépendante du gaz russe notamment, pour faire rentrer l'Allemagne et pour faire rentrer toute l'Europe dans son giron, pour essayer de les rapprocher économiquement de sa propre puissance. Et il a tenté, au-delà de l'Europe, d'isoler économiquement la Russie à travers le système des sanctions. Les sanctions, de fait, de Biden et maintenant de Trump contre Poutine, ce sont des actes de guerre commerciale. Des actes de guerre commerciale pour défendre les intérêts du capitalisme américain. Le problème, c'est que le système des sanctions a largement échoué. Du moins en ce qui concerne des pays comme l'Inde, l'Arabie Saoudite ou la Turquie, qui ne sont pas des petits acteurs économiques, de fait. Tous ces éléments, du coup, ils témoignent d'une autre grande tendance, qui est cruciale aussi à comprendre pour comprendre la situation mondiale, mais aussi la situation en France. Cette autre grande tendance, c'est que dans le cadre de la crise mondiale du capitalisme, on observe un déclin relatif des États-Unis et de leurs alliés par rapport à d'autres grandes puissances, comme notamment, je citais, la Chine ou la Russie. C'est notamment un déclin économique. Si vous regardez, en 1985, les États-Unis y représentaient 36% du PIB mondial. En 2024, c'était plus que 26%. Ils ont perdu 10 points dans l'affaire. Mais dans la même période, entre 1985 et 2024, la Chine, elle est passée de 2,5% du PIB mondial à 18,5%. Donc on voit que le déclin relatif des États-Unis se fait au profit notamment de la Chine. Ce déclin, c'est aussi un déclin militaire. Les grandes puissances occidentales ont connu toute une série de revers au cours des dernières années, des dernières décennies. Parmi les revers importants, on peut citer notamment celui des États-Unis en Syrie en 2016 face à la Russie. On voit maintenant la guerre en Ukraine qui de fait est perdue par l'Occident, dans laquelle la Russie gagne, ce qui est encore un élément du rapport de force à l'échelle mondiale. Et ce déclin économique et militaire, il a de façon assez inévitable des conséquences diplomatiques. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus le seul gendarme du monde. Les États-Unis ne sont plus les maîtres incontestés de toute la planète. Ils doivent faire face à la concurrence d'un certain nombre d'autres puissances.
des puissances mondiales comme la Chine, comme la Russie, et des puissances régionales, mais qui peuvent avoir un certain écho dans pas mal de coins de la planète, comme la Turquie ou comme l'Iran, qui ont montré ces dernières années qu'elles pouvaient aussi étendre leur influence dans les régions dont les Américains et leurs alliés occidentaux se retiraient. Et donc les États-Unis ont perdu beaucoup d'alliés, et ils ont notamment perdu beaucoup d'alliés au Moyen-Orient, ce qui est embêtant pour eux parce que c'est une région assez stratégique. Et c'est ça qui explique notamment leur attitude à l'égard d'Israël. Puisque les États-Unis s'affaiblissent et qu'ils manquent d'alliés fiables dans la région. Vous regardez les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est un casse-tête pour Trump et pour l'impérialisme américain. Ils manquent d'alliés fiables dans la région, ce qui les rend complètement dépendants des alliés qui leur restent. En l'occurrence, l'allié qui leur reste au Moyen-Orient, l'allié fiable qui semble leur rester, c'est Israël. C'est ce qui explique que les États-Unis aient été prêts à suivre Netanyahou jusque dans l'horreur la plus profonde de sa politique génocidaire. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont besoin en fait de ce relais de leur impérialisme. Et donc, dans ce contexte de crise générale, et dans ce contexte de déclin relatif des États-Unis, les puissances européennes qui sont lourdement dépendantes des États-Unis, qui en sont dépendantes militairement, qui en sont dépendantes économiquement, elles sont particulièrement mal en point. De fait, il y a une véritable crise de l'Union européenne. Mario Draghi, qui était président de la Commission européenne, de la BCE, de la Banque centrale européenne pendant un certain temps, il a notamment sorti un rapport dans lequel il explique qu'il y a un grave problème d'investissement, un grave problème de débouchés, que le capitalisme européen, de fait, va à volo. L'investissement à des niveaux catastrophiques. Et ce que ça provoque aussi, c'est que les rivalités entre les bourgeoisies européennes, qui pouvaient être mises en pause tant qu'il y avait de la croissance, elles reprennent une importance accrue. Et donc dans ce contexte mondial et dans ce contexte continental de déclin, l'impérialisme français, il connaît son propre déclin spécifique, encore plus accéléré. Les parts de marché des entreprises françaises, ce qui est un bon moyen de voir l'importance d'un pays à l'échelle internationale, elles reculent à l'échelle mondiale, et elles reculent de façon nette. En 2000, la France avait 5,1% des parts de marché à l'échelle mondiale. En 2022, elle n'en a plus que 2,5%. Ça s'est réduit de moitié. Elle est très très loin derrière l'Allemagne, qui est à 6,6%, mais elle est même juste derrière l'Italie, qui a 2,6%, alors que l'Italie a une plus petite économie que l'économie française. Ce déclin spécifique du capitalisme français, qu'on voit donc dans la réduction de ses parts de marché, on l'observe aussi, et c'est lié, dans sa balance commerciale, c'est-à-dire dans le rapport entre ses exportations et ses importations. Depuis l'an 2000, la balance commerciale de la France est déficitaire, c'est-à-dire que le capitalisme français importe beaucoup plus qu'il n'exporte. La courbe de fait de son déficit commercial est presque symétrique à celle de l'Allemagne, qui exporte beaucoup plus, malgré le fait qu'elle est en récession aujourd'hui pour la 3e année consécutive. En 2000, la France elle avait un déficit commercial à 1% de son PIB environ, alors que l'Allemagne avait un bénéfice commercial d'environ 3% de son PIB. En 2024, l'écart s'est creusé. Aujourd'hui, la France est à moins 3,5% du PIB, donc un déficit de 3,5%, là où l'Allemagne a un bénéfice de 5%. Elle est bénéficiaire, du point de vue de la balance commerciale, de 5% de son PIB. Donc on voit que l'écart s'est creusé, que les deux se sont écartés, que l'impérialisme français, le capitalisme français, connaît un déclin relatif accéléré. D'où ça vient? Ça vient du fait que le capitalisme français a un grave problème de compétitivité. Il n'est pas assez compétitif sur les marchés mondiaux. Et ce problème de compétitivité, il ne parvient pas à le surmonter, malgré les attaques de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Ils ont fait tous les efforts possibles, ils les ont fait peser sur les travailleurs pour devenir compétitifs, mais ça ne marche pas. Et donc le capitalisme français, autrefois, il compensait son manque de compétitivité, qui est un vieux problème, par le pillage de son empire colonial. Et il a continué de le faire même après les décolonisations formelles des années 60. Sauf que ces dernières années, les troupes françaises ont été chassées d'une série de pays anciennement colonisés. Elles ont été chassées de la Centrafrique, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Sénégal. Autant de pays dont les classes dirigeantes se sont trouvées d'autres protecteurs impérialistes. Et avec l'armée française, parce que l'armée française en dernière analyse, ça n'est qu'un instrument du CAC 40, bien avec l'armée française, Total Energy, Bolloré, Bouygues, Lafarge, etc., ils ont perdu toute une série de contrats qui étaient pourtant extrêmement profitables dans la région. Et ils les ont perdus essentiellement au profit d'entreprises chinoises et russes. Alors la France, dans les années 60, elle a décolonisé formellement une grande partie des territoires qu'elle contrôlait, mais elle en a gardé quelques-uns, qu'elle a renommés pour la forme départements et collectivités d'outre-mer. Sauf que même sur ces territoires-là, la domination française se délite. Vous avez eu cette année une révolte de masse en Kanaki. Vous avez eu des mouvements de masse ces dernières années en Martinique, à La Réunion, en Guyane. Autant de mouvements qui étaient dirigés contre la vie chère, contre les inégalités, contre la domination des monopoles français. Donc les positions de l'impérialisme français reculent à l'échelle mondiale.
Et ces reculs sur la scène internationale forcent la bourgeoisie française à accroître encore ses attaques contre la classe ouvrière. La sécurité sociale, le régime de retraite, l'assurance chômage, les services publics de la santé, de l'éducation, etc., c'est autant de conquêtes qui ont été arrachées par les travailleurs français à une époque où il y avait de la croissance. Eh bien, toutes ces conquêtes, aujourd'hui, elles ne sont plus soutenables dans les conditions actuelles. En 2022, la croissance du PIB français était de 2,7%, et c'était une grande année. En 2023, elle est passée à 1,4%. En 2024, à 1,2%. Et pour cette année, la Commission européenne nous prévoit 0,7% de croissance en 2025, et il prévoit pour l'année prochaine 0,9%. On est loin du rebond. Autrement dit, la création de richesses supplémentaires dans l'économie française est quasi nulle. Et donc, si la bourgeoisie française veut continuer de faire des profits, elle est obligée de réduire la taille des miettes qu'elle jette à la classe ouvrière. Et ça, c'est la tendance de fond. Le fait que la bourgeoisie française a un besoin objectif de mener des contre-réformes contre la classe ouvrière, pas pour le plaisir, pas par cruauté, mais pour préserver ses profits. Le problème pour la bourgeoisie française, c'est que l'autre élément de l'équation, c'est la classe ouvrière française. Et la classe ouvrière française, elle a démontré historiquement sa grande combativité. Elle l'a démontré avec la révolution de mai 68, qui a été la plus grande grève générale de l'histoire, un épisode où le capitalisme français aurait pu être renversé. Et elle l'a démontré, la classe ouvrière française, avec une série de piqûres de rappel à chaque fois que la bourgeoisie essayait de s'attaquer de façon sérieuse aux conquêtes de la classe ouvrière. Vous avez eu les grèves de 1995 contre la cure d'austérité que prévoyaient Chirac et Juppé, on en parle dans le dernier numéro de notre journal. Vous avez eu la mobilisation de 2006 contre le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Vous avez eu la mobilisation de 2010 contre la réforme des retraites de Sarkozy, celle de 2016 contre la loi travail de Hollande. Vous avez eu les gilets jaunes en 2018-2019 contre la taxe carbone. Vous avez eu les grèves de 2023 contre la réforme des retraites de Macron. Et ça, c'est seulement pour citer les plus importantes, les plus grosses. On a eu de fait quasiment un mouvement social d'ampleur tous les ans, si ce n'est plusieurs. Et donc la bourgeoisie française a besoin de contre-réformes. Elle en a besoin urgemment, mais elle hésite à les mener. Parce qu'elle craint de provoquer une explosion sociale et de tout perdre si jamais elle s'y prend trop vite et trop fort. Et donc le seul moyen pour l'État français de résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire de préserver les profits des patrons tout en évitant de provoquer les travailleurs de façon trop ouverte, trop directe, ça a été de dépenser plus d'argent qu'ils n'en récoltaient par les taxes, par les impôts, etc. Autrement dit, de faire du déficit. Et de fait, le déficit public est parti en flèche. Les règles de l'UE imposent, alors ils ont du mal à imposer, mais de fait c'est écrit dans les textes de loi, imposent de maintenir le déficit en dessous de 3% du PIB. En 2022, le déficit de la France était à 4,8%. En 2023, il était à 5,5%. En 2024, il était à 6,1%. Alors cette année, grande nouvelle, il devrait retomber. Il devrait retomber à 5,4%. Mais il retombe à 5,4% seulement parce que l'année dernière, la bourgeoisie française a mené toutes sortes de coupes budgétaires et d'attaques contre les travailleurs. Sébastien Lecornu, il affichait l'objectif de faire descendre le déficit public à 4,6% en 2026. On est encore loin de la règle des 3%, mais déjà c'était carrément ambitieux. Et cette ambition, c'était aux travailleurs de la payer. De fait, on a analysé aussi dans ce numéro du journal la cure d'austérité que prévoyait Sébastien Lecornu. Ça impliquerait, pour faire redescendre le déficit public en dessous du coup de 4,6%, une véritable saignée qui consisterait notamment dans une baisse des allocations sociales, un déremboursement des traitements pour les maladies chroniques, dans la limitation des arrêts maladie ou encore dans la sous-indexation des retraites. Autrement dit, aux travailleurs de payer. Mais alors pourquoi est-ce que ce déficit pose autant de problèmes? Eh bien parce que pour financer les dépenses de l'État, quand vous n'avez pas de recettes que vous pouvez prélever sur la croissance, eh bien l'État est obligé de s'endetter. Et la dette publique commence à devenir un problème majeur. La dette publique, en 1995, elle était à 56% du PIB. Avant la crise de 2008, elle était à 67% du PIB. Aujourd'hui, la dette publique s'élève à hauteur de 115,6% du PIB. Alors on pourrait dire que ce n'est pas très grave, que ces chiffres ne veulent pas forcément dire grand-chose, en tout cas qu'une dette, ça se rembourse quand ça va mieux, qu'après tout, l'État n'est pas soumis aux mêmes règles de remboursement qu'un ménage, etc., que État, c'est là pour durer et donc ça peut rembourser quand il le peut, qu'on remboursera quand ça ira mieux. C'est notamment ce que nous explique Mélenchon et tous les gens de la France Insoumise. Le problème, c'est que la dette, ce n'est pas gratuit. La dette, ça vient avec des intérêts. L'État, il emprunte auprès d'investisseurs privés sur les marchés, et ces investisseurs privés ne sont pas des bénévoles, ils ne sont pas là pour sauver la France. Ils sont là pour faire des profits. Ils veulent un retour sur investissement. Et vu que les perspectives en France ne sont pas bonnes, eh bien, ils augmentent régulièrement leur taux d'intérêt,
à mesure que la note financière de la France se dégrade, parce qu'ils ont peur finalement qu'on ne les rembourse pas. En septembre, le rendement de l'emprunt français à 10 ans, c'est-à-dire le taux d'intérêt sur sa dette, il est passé devant celui de l'Italie, à 3,48%, alors même que l'Italie est encore plus endettée que la France. Ça, c'est un signe éclatant du manque de confiance des investisseurs dans la croissance française et dans la stabilité du régime de la bourgeoisie française. Mais donc du coup, non seulement il faut payer la dette, et ça on le fait en réempruntant et en créant une dette pour l'année suivante, mais il faut surtout payer des intérêts de plus en plus exorbitants. En 2024, la charge de la dette publique, c'est-à-dire le paiement des intérêts, il s'élevait à 60 milliards d'euros. En 2025, la charge devrait monter à 65 milliards d'euros. Et le ministre de l'économie, Roland Lescure, qui en a parlé récemment au Parlement, il prévoyait qu'on passe à 74 milliards d'euros pour 2026, à cause des hausses des taux d'intérêt. À titre de comparaison, le budget de l'éducation nationale, qui est le premier budget de l'État à ce stade, il est de 64,5 milliards d'euros. Autrement dit, il devrait être dépassé cette année par le paiement des intérêts de la dette, ou l'an prochain. Ce sera le premier budget de l'État. Donc en somme, il est plus possible pour la classe dirigeante de fuir la lutte des classes en s'endettant. On a dépassé un stade, ce n'est plus soutenable. Et donc, une offensive massive contre les conditions de la classe ouvrière est à l'ordre du jour. Sauf que la classe dirigeante ne sait pas comment s'y prendre. Depuis la crise de 2008, elle a accéléré le tempo des contre-réformes. Sous Sarkozy, sous Hollande, puis sous Macron. Et ça a entraîné, on l'a vu, une série de mouvements de masse. La France a même été placée au seuil d'une crise révolutionnaire en décembre 2018. Et ça a profondément miné les piliers de la stabilité de la démocratie bourgeoise en France. En 2007, les partis traditionnels sur lesquels elle s'appuyait, qui étaient l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, qui aujourd'hui est devenu les Républicains, et le PS, la droite et la gauche, ils ont été discrédités par leur passage au pouvoir. Ils ont été discrédités par leur rôle dans les politiques d'austérité. Sarkozy et Hollande ont détruit leurs partis respectifs aux yeux de l'opinion publique. Et donc ces partis se sont proprement effondrés. Quand vous regardez en 2007, les candidats de l'UMP et du PS, quand vous réunissiez leurs scores, ils recevaient ensemble 21 millions de voix au premier tour des élections. C'est-à-dire que 57% des électeurs votaient pour les deux partis traditionnels de la bourgeoisie française. En 2022, l'UMP et le PS, qui sont devenus LR et le PS, ils ont reçu ensemble 2,2 millions de voix, c'est-à-dire 6,5% de l'électorat. Après les mandats désastreux de Sarkozy et de Hollande, les forces du soi-disant centre politique, qui étaient en train de s'effondrer, elles ont essayé de se sauver en se regroupant autour de Macron, qui était ni droite ni gauche et qui du coup accueillait, pour reprendre la belle formule de Rachida Dati, des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Et donc, ils ont espéré gagner une seconde jeunesse, ces gens-là, en se regroupant autour de Macron avec une image de modernité, de disruption, etc. Sauf que l'illusion n'a pas fait long feu. Macron et son parti, qui essayaient de sauver les pots cassés de la bourgeoisie, ils sont passés de 8,6 millions d'électeurs en 2017 à 6,9 millions aux législatives de 2024. Donc on voit que eux aussi, l'effondrement du centre les a rattrapés. Et ça, cet effondrement du centre, c'est un phénomène qu'on observe à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, on le voit dans tous les pays, les vieux partis de l'establishment sont discrédités et ils perdent en popularité auprès de la population. On le voit par exemple, et c'est un exemple frappant, en Grande-Bretagne aujourd'hui. En Grande-Bretagne, ça fait 100 ans que le pays est dirigé en alternance par les travaillistes et les conservateurs, qui sont en gros les deux gros partis du régime. Ces partis avaient l'écrasante majorité des voix au Parlement, dans la Chambre des communes et dans la Chambre des Lords. Sauf que là, les prochaines élections leur donnent moins du quart des sièges au Parlement à eux deux réunis. Autrement dit, les 3/4 du Parlement seront constitués de députés qui viennent d'autres partis que des deux partis traditionnels du régime britannique. Un régime qui dure donc, cette alternance, depuis un siècle, je répète. C'est un phénomène absolument immense qu'on observe à l'échelle mondiale. Et donc cette crise de confiance dans les partis du centre, cet effondrement du centre, il s'accompagne en fait et il fait partie d'une crise plus générale des institutions de la bourgeoisie. Et on voit notamment en France l'institution centrale de la bourgeoisie, qui est la fonction présidentielle, censée être le pilier de stabilité de notre régime. Le président, je veux dire, à une époque, c'était quelque chose. C'est quelque chose qu'on respectait, c'était quelque chose qu'on admirait, le président de la République. Aujourd'hui, le président de la République, c'est quelque chose qu'on méprise, quelque chose qu'on déteste. Macron, récemment, il a égalé le record d'impopularité de François Hollande à 11% d'opinion favorable. Cet homme règne sur le pays, il a des pouvoirs assez conséquents, avec seulement 11% de la population qui le soutient. C'est une chose de ne pas voter pour Emmanuel Macron. Mais un tel niveau de haine pure, un tel niveau de détestation, c'est inédit. C'est pas pour rien, de fait, que sur les manifestations, on voit fleurir non seulement le slogan « Macron démission », mais la variante « Macron explosion ».
qui, de fait, dans les manifestations du 10 septembre, etc., étaient partout. Entre 2009 et 2025, selon le CEVIPOF, qui est le centre de statistiques de Sciences Po, la confiance des Français dans le fonctionnement de la démocratie, qui sonde tous les ans, est passée de 50% à 28%. Vous n'avez que 28% des Français qui ont confiance dans le fonctionnement de leur propre démocratie. Et ça, ça se traduit concrètement dans les urnes par une hausse drastique de l'abstention. À la présidentielle de 2007, celle où le PS et l'UMP faisaient encore des scores respectables, vous aviez 16% d'abstention. En 2022, vous aviez 26% d'abstention. 26% d'abstention, c'est énorme. Et c'est un chiffre qui monte à 30% chez les travailleurs salariés et qui monte à 42% chez les jeunes de moins de 25 ans, selon les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un socle dur, un noyau dur de 13 millions d'abstentionnistes qui ne votent pas à toutes les élections et qui représentent un poids électoral plus important que celui de n'importe quel parti politique. C'est la première force politique en France aujourd'hui, l'abstention. Et en parallèle, parmi les gens qui continuent de voter, il y en a, la politique électorale a été marquée par une forte polarisation. Une polarisation vers la gauche et une polarisation vers la droite, en direction de partis et de candidats qui étaient perçus comme étant anti-système. C'est un phénomène qu'on voit à l'échelle mondiale, je n'ai pas le temps de développer sur les très nombreux exemples qu'on a. Mais en France, vous le voyez, c'est avant tout Mélenchon à gauche et Le Pen à droite qui en ont profité, sur la base d'une dénonciation commune de la classe politique et de ses élites. Le Front National, puis le Rassemblement National, a fait toute sa popularité sur le fait de dénoncer ce qu'ils appelaient à l'époque de l'UMP, l'UMPS, c'est-à-dire l'alliance informelle entre l'UMP et le PS, qui aujourd'hui du coup sont incarnés par le bloc central autour de Macron. Quant à Mélenchon, il a basé une bonne partie de sa popularité sur le fait qu'il dénonçait, qu'il s'opposait au reniement de ce qu'il appelait la vieille gauche, donc le PS, le PCF et les Verts, qui ont gouverné la France pendant des années et même des décennies, sans rien obtenir pour la classe ouvrière et même en l'attaquant durement. Et donc entre 2012 et 2022, Mélenchon et Le Pen ont tous les deux connu une progression fulgurante. Le Pen, en l'espace de 10 ans, elle est passée de 6,4 à 8,1 millions d'électeurs entre 2012 et 2022. Mélenchon, de son côté, il est passé de 4 millions, il partait plus bas que Le Pen, à 7,7 millions d'électeurs, c'est-à-dire pas très loin de Le Pen. Et même si leurs programmes et leurs idéologies sont tout à fait opposés, ils sont d'un bout à l'autre du spectre politique, Mélenchon et Le Pen incarnent tous les deux une forme de protestation contre les dirigeants austéritaires qui ont détruit la vie des travailleurs au cours des dernières décennies. C'est leur posture anti-système qui fait leur succès à tous les deux. Un succès qui n'est pas vraiment lié au contenu réel de leur programme, mais qui est lié à leur posture, qui est lié à la détestation de tous les autres partis et à l'envie d'y mettre un grand coup de pied. À ce stade, notre parti, le Parti communiste révolutionnaire, soutient Mélenchon et soutient la France insoumise aux différentes élections. Pourquoi ? Parce que son programme est progressiste, et que son programme progressiste suscite un soutien de masse dans la classe ouvrière et dans la jeunesse. Du coup, à ce stade, Mélenchon est le seul candidat qui soit en mesure de battre la droite et l'extrême droite. Mais on fait ça, on soutient Mélenchon, sans aucune illusion dans sa capacité à mettre en œuvre ces mesures progressistes, les mesures de son programme, dans sa capacité à résister aux pressions de la bourgeoisie, qui sera opposée à l'application du programme de Mélenchon. En tout cas, tant qu'il refusera de rompre avec le système capitaliste. C'est-à-dire tant qu'il refusera de nationaliser les grandes entreprises sous le contrôle démocratique des travailleurs, ce qui est le seul moyen de désarmer la bourgeoisie et de l'empêcher de saboter un programme progressiste. Mais en tout cas, le succès de Mélenchon, c'est un symptôme de la radicalisation de la classe ouvrière. C'est un symptôme de la radicalisation de la classe ouvrière et de la jeunesse. De fait, Mélenchon est donné à 42% parmi les jeunes de moins de 25 ans. Parce qu'une fraction donc, de la classe ouvrière et de la jeunesse s'oriente résolument vers la gauche et cherche une solution de rupture. Et donc notre position de soutien critique à la France insoumise, c'est un moyen de nous adresser à cette couche-là de la population. Et une de nos tâches aujourd'hui, c'est d'expliquer à cette couche-là, justement, que Mélenchon a moyen et a le devoir de stopper l'ascension électorale du Rassemblement national, alors même que cette ascension électorale semble irrésistible aujourd'hui. Le Rassemblement national, il a beau avancer une démagogie sociale, une démagogie anti-système, en réalité, c'est un parti bourgeois réactionnaire. Son programme est plein de mesures qui empireraient la vie des couches les plus opprimées de la population. Et toutes ces promesses sur la retraite à 60 ans, sur l'augmentation des salaires, sur le renforcement des services publics, etc., si vous regardez le programme du RN sur son site, il y a plein de mesures qui paraissent chouettes. Ils veulent ouvrir des logements sociaux, ils veulent faire plein de choses sympathiques comme ça. Toutes ces mesures-là seront immédiatement trahies s'ils parviennent au pouvoir. Le RN au pouvoir mènera ou mènerait
la politique économique de la bourgeoisie, tout en multipliant les provocations racistes, sexistes, etc., à l'image de ce que font dès aujourd'hui Donald Trump ou Giorgia Meloni, qui sont leurs équivalents aux États-Unis et en Italie. Et ça, une partie importante de la classe ouvrière et de la jeunesse le comprend d'ores et déjà. Ils ne veulent pas de Le Pen au pouvoir, et ils l'ont fait comprendre de façon assez nette. Et donc ces gens cherchent un moyen de l'empêcher d'arriver au pouvoir. Et je vous le dis, il est encore temps. Ce serait possible. Pour empêcher le RN de parvenir au pouvoir, il faut comprendre les raisons de son succès. Si le RN est donné favori de la prochaine élection, que ce soit une élection présidentielle, une élection législative ou quoi que ce soit, c'est en premier lieu parce que Macron est détesté. Je vous ai dit qu'il avait 11% d'opinion favorable, et à l'inverse, il a 70% des Français qui demandent, qui réclament sa démission immédiate. Le Pen, elle apparaît comme la première opposante à Macron. C'est elle qui fait figure d'alternance aujourd'hui. C'est regrettable, parce que Le Pen n'est pas une opposition satisfaisante à Macron. Mais c'est comme ça, à ce stade. C'est comme ça qu'elle apparaît. Et si elle apparaît comme ça, c'est en premier lieu à cause de Mélenchon. Entre 2012 et 2017, Mélenchon, il a gagné énormément de soutien. En proportion, entre 2012 et 2017, il a grandi beaucoup plus vite que Le Pen. Je vous ai dit qu'il se rapprochait d'elle alors qu'il était assez loin à la base. Pourquoi? Parce qu'il était sur une ligne clairement anti-système. Parce que Hollande était au pouvoir et qu'il a refusé de s'allier avec la vieille gauche, de s'allier avec le PS, de s'allier avec les Verts, etc. Il apparaissait clairement comme une alternative, comme quelque chose de nouveau. Mais après ce premier succès de 2017, il a fait exactement l'inverse de ce qu'il aurait fallu. Entre 2017 et 2022, il s'est allié aux élections locales avec le PS et avec les Verts, c'est-à-dire avec les mêmes partis discrédités qu'il avait condamnés à longueur de campagne. Puis, après la présidentielle de 2022, alors que les Verts, le PCF et le PS venaient de faire des scores misérables, des scores à la hauteur de leur discrédit, le Parti socialiste, qui était au pouvoir encore quelques années auparavant, a fait 1,7% des voix. Et bien après cet échec misérable des partis de la vieille gauche, il les a sauvés en s'alliant avec eux dans la NUPES. Et puis la NUPES, qui a fait un score assez moyen aux élections, elle s'est effondrée à son tour en 2023. Elle s'est effondrée avec le génocide des Palestiniens. Alors que la bourgeoisie française menait une campagne atroce contre les immigrés, contre les musulmans, contre Mélenchon, contre la gauche qui soutenait les Palestiniens, quand le PS, les Verts et le PCF se sont mis à hurler avec les loups et se sont mis à expliquer que Mélenchon était un antisémite, un islamiste et que c'était quelqu'un d'absolument infréquentable. Et pourtant, Mélenchon, qui a subi toutes sortes de calomnies pendant la période, il les a sauvés une deuxième fois en 2024 en formant le nouveau Front populaire. C'est grâce à ce soi-disant nouveau Front populaire que le PS se retrouve aujourd'hui à jouer un rôle de premier plan dans la survie du gouvernement Lecornu, alors même qu'il ne pèse quasiment plus rien dans la population. Les alliances que l'AFI a menées avec les partis de la vieille gauche sont autant de virages à droite. Il faut l'expliquer nettement. Et l'AFI est un peu forcée de le reconnaître que c'est des virages à droite. Mais elle le justifie en disant que oui, mais vous comprenez, on a l'électorat radical maintenant, mais on a besoin d'élargir notre électorat. On a besoin d'élargir notre socle en allant chercher vers le centre. En allant chercher les partisans de Raphaël Glucksmann, de Christiane Taubira, etc. Mais c'est justement ne pas comprendre le processus fondamental qu'est l'effondrement du centre. Un effondrement qui s'est confirmé d'élection en élection. Le score que peut faire Raphaël Glucksmann à des élections européennes, ça ne représente pas grand-chose à ce titre. Vous avez plus de 50% des gens qui ne votent pas aux européennes, c'est des riches qui votent. Et ceux qui votent, effectivement, ils peuvent voter pour le centre, c'est ces derniers électeurs. Et c'est une partie d'ailleurs des électeurs de Macron qui se sont tournés vers Glucksmann aux élections européennes. Bref, c'est pas là-dedans que Mélenchon peut aller chercher des voix. Là où la France Insoumise peut aller gagner des voix, c'est au contraire parmi les abstentionnistes, parmi ces 13 millions d'abstentionnistes, et aussi dans la partie ouvrière de l'électorat du RN. C'est-à-dire parmi les gens qui veulent du changement, et parmi les gens qui sont dégoûtés par l'alliance de la France Insoumise avec les vieux partis de l'ordre établi. C'est-à-dire comment vous voulez faire voter un abstentionniste en Corrèze quand votre candidat aux législatives, c'est François Hollande. Donc ça a été une erreur majeure de la part de la France Insoumise. Ça mine son succès, ça la discrédite auprès des couches qui cherchent de la radicalité, qui cherchent ce qu'on appelle du dégagisme. L'autre erreur majeure de Mélenchon, qui a renforcé Le Pen et qui est liée, c'est l'appel au soi-disant front républicain, c'est-à-dire l'appel à voter pour la droite, pour empêcher l'extrême droite de parvenir au pouvoir. Le Pen, elle a fondé l'essentiel de sa popularité sur le fait d'être l'opposante numéro 1 à Macron, l'ennemi numéro 1 du système. Sauf que quand le soi-disant opposant Mélenchon appelle à demi-mot à voter Macron au deuxième tour des élections, et surtout quand il appelle ouvertement à voter pour Gérald Darmanin ou pour Elisabeth Borne au deuxième tour des législatives en 2024, quand il fait ça,
il renforce l'image d'opposante numéro 1 de Marine Le Pen. Elle peut expliquer, regardez, tout le monde se lie contre moi, c'est bien que je suis un danger pour le système, c'est bien que je suis le problème, c'est bien qu'ils veulent m'abattre, etc. Désormais, sur les plateaux télé, dès qu'il y a un représentant de la France Insoumise qui accuse le Rassemblement National de voter des lois réactionnaires à l'Assemblée Nationale, de voter avec les macronistes, de trahir leurs promesses électorales, etc. C'est vrai, hein, le RN fait ça, le RN est un parti bourgeois. Bah, le truc, c'est que la réponse des gens du RN est immédiate, elle est beaucoup plus forte. Les gens du RN répondent « Bah oui, vous êtes bien gentils de nous dire ça. Mais c'est vous qui avez appelé à voter Macron. C'est à cause de vous qu'ils sont au pouvoir, ces gens-là. C'est vous qui avez fait réélire les macronistes. » Et quand les gens du RN disent ça, ils ont raison. Et ça touche quelque chose, et ça touche une corde sensible. La ligne de démarcation fondamentale, elle n'est pas entre Le Pen et Macron. La différence entre ces deux politiciens bourgeois n'est pas la différence fondamentale. Le Pen et Macron représentent deux courants de la bourgeoisie. La ligne de démarcation fondamentale, elle est entre Mélenchon et tous les autres. C'est ce message que devrait marteler la France Insoumise si jamais elle voulait renouer avec sa dynamique de 2017 et si elle voulait freiner sérieusement l'ascension du Rassemblement National. Bien sûr que le RN, il est archi-réactionnaire. Et bien sûr qu'il faut l'empêcher de parvenir au pouvoir. Mais de ce point de vue, le Front républicain, c'est carrément contre-productif. Ça freine ponctuellement les progrès de l'extrême droite, et encore, on voit d'élection en élection que c'est de moins en moins efficace, mais ça le fait au prix d'accroître le crédit, au prix d'accroître l'image anti-système du Rassemblement National de Marine Le Pen. En un sens, le Front républicain, ça fonctionne comme la dette. C'est-à-dire que vous échappez aux problèmes dans l'immédiat pour les retrouver plus gros demain, et en attendant, vous devez quand même payer les intérêts. Et les intérêts du Front républicain, ils sont salés. Parce qu'en termes de racisme, en termes d'attaque contre les droits démocratiques, en termes de répression des opposants, le bilan des macronistes, il est loin d'être glorieux. Ces gens qu'on nous a fait élire, soi-disant pour sauver la démocratie, aujourd'hui attaquent l'intégralité des droits démocratiques. Le Front républicain de 2022, il a permis de nommer au ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, celui qui accusait en débat Le Pen d'être trop molle, soi-disant, sur l'immigration. C'était lui le Front républicain. Le Front républicain en 2024, il a permis de nommer Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau qui s'est empressé de dissoudre Urgence Palestine et de rafler des sans-papiers dans les gares de France, à l'image des raids de la police de Trump. Bien, si vous vouliez ça, autant voter Le Pen. Et donc le PCR appelle la France Insoumise à rompre avec la tactique des Fronts républicains, qui est une tactique perdante. Parce que sinon, avec cette logique, la France Insoumise peut dériver très loin. Je veux dire, si vous votez en permanence pour le moindre mal, ils vont finir par voter Bardella contre Zemmour. Donc on appelle la France Insoumise à rompre les alliances avec la vieille gauche discréditée, à se positionner nettement comme l'opposant numéro 1 à Macron et à tous les avatars de la bourgeoisie française, sur la base d'un programme radical, offensif, qui soit en mesure de susciter l'enthousiasme dans la classe ouvrière. Parce que la mobilisation de la classe ouvrière sur un programme radical de classe, c'est la seule force qui puisse empêcher le RN de parvenir au pouvoir. Et si par malheur, le RN parvient au pouvoir, si jamais Mélenchon continue dans l'erreur, si jamais la gauche continue de faire n'importe quoi, si jamais ça arrive, c'est la mobilisation de la classe ouvrière sera la seule force en mesure d'empêcher le RN de mener ses politiques réactionnaires, comme il faut le faire à chaque fois que des politiciens réactionnaires sont au pouvoir, et comme on le fait dès aujourd'hui contre Macron. Parce que le succès du Rassemblement National, qui est une expression déformée de la radicalisation politique, il masque un processus qui est bien plus puissant, un processus qui lui est sous-jacent. Ce processus, c'est ce que Trotsky appelait le processus moléculaire de la révolution. Avec la crise du capitalisme, les masses perdent peu à peu leur confiance dans la capacité du système à améliorer leurs conditions de vie. Elles accumulent les frustrations, elles accumulent les déceptions, elles accumulent les motifs de colère. Et au cours de luttes épisodiques contre leurs patrons, au cours de luttes épisodiques contre telle ou telle contre-réforme, pour telle ou telle amélioration de leurs conditions de vie, les masses, les travailleurs, tirent peu à peu des conclusions générales sur la nécessité d'en finir avec le système tout entier, sur le fait que ce système ne peut pas être réformé. Cette prise de conscience, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas immédiate. Il faut s'imaginer, ça prend des formes plus ou moins confuses au cours de son développement. Mais elle est à l'œuvre. Ça s'observe scientifiquement. Et c'est à peu près inévitable dans le cadre de la crise du capitalisme. Même les électeurs ouvriers du RN, ces gens dont on nous explique qu'ils sont trop bêtes et qu'ils sont irrécupérables, même ces gens qui aujourd'hui votent objectivement contre leurs intérêts de classe, qui se pourrissent la vie en votant pour Marine Le Pen, même ces gens-là, ils finiront par être rattrapés par leurs intérêts. Parce que leurs intérêts sont trop puissants, ce sont des intérêts de classe. Au cours du mouvement des Gilets jaunes, au cours de la lutte contre la réforme des retraites, et même au cours du récent mouvement Bloquons tout, les travailleurs qui y ont participé, et même ceux qui ont regardé de loin en se demandant ce que ça allait donner, ces travailleurs-là ont beaucoup appris, ils ont tiré beaucoup de leçons,
Certaines leçons, ils les ont tirées consciemment, d'autres leçons, ils les ont tirées inconsciemment. Ils ont des petites idées qui germent dans leur tête, qui peuvent donner des choses intéressantes à l'avenir. Ces leçons vont finir par pousser les travailleurs sur la voie de mobilisation de masse, encore plus puissante que celle qu'on a vue précédemment, encore plus puissante que les Gilets jaunes, encore plus puissante que le mouvement de 2023 contre la réforme des retraites, etc. Et même, à un certain stade, vers des mobilisations révolutionnaires. Et ça, probablement, quand on s'y attendra le moins. Après tout, qui aurait pu prévoir que ce serait la taxe carbone, l'augmentation des taxes sur le carburant, qui mettrait le feu aux poudres au début du mouvement des Gilets jaunes? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Parce que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Sur fond d'attaques austéritaires, de dégradation des conditions de vie, d'accroissement de l'exploitation au travail, tous ces éléments-là s'étaient accumulés dans la conscience des travailleurs, et là, la taxe carbone, c'était le truc de trop. Et les gens se sont mobilisés, ils ont commencé à se rassembler sur des ronds-points, à brûler des trucs, à ouvrir des péages, etc. Et à essayer de prendre l'Élysée, même pour certains. Et c'est de la même façon, d'ailleurs, que les travailleurs italiens. Si vous parlez des gens de gauche en Italie, il y a encore quelques mois, ils étaient déprimés, ils étaient démoralisés. Les travailleurs italiens avaient l'air passifs. Ils avaient l'air résignés au gouvernement Meloni. Ils avaient même voté pour le gouvernement Meloni. Les travailleurs italiens avaient l'air irrémédiablement racistes, démobilisés. Les mêmes travailleurs italiens, le 3 octobre dernier, ils ont fait grève par millions pour la Palestine. On a eu 2 millions de personnes en manifestation pour défendre les Palestiniens contre le génocide. C'est immense. Auprès d'une classe ouvrière qui, soi-disant, avait complètement viré à droite, qui était complètement démoralisée, complètement raciste, qui n'en avait rien à faire, etc. Ces gens se sont mobilisés en masse parce qu'ils avaient accumulé des frustrations, ils avaient accumulé de la révolte, ils avaient accumulé de la colère contre, évidemment, les aventures impérialistes au Moyen-Orient, mais aussi contre leur propre gouvernement, contre sa complicité avec le génocide, mais aussi contre les différentes lois, contre les pauvres, contre les immigrés, contre tous les gens qui sont attaqués aujourd'hui par la classe dirigeante, par le gouvernement de droite. Des mobilisations comme ça, on en a vu d'ailleurs aussi en Espagne, mais des mobilisations comme ça, on en verra de très nombreuses dans la période qui vient. Et on verra des mouvements qui iront jusqu'à poser la question du pouvoir. On verra, je dis, mais en fait on en a vu. Des mouvements qui posaient la question du pouvoir. On en a vu rien que ces derniers mois au Népal et à Madagascar, où les masses ont mis le feu à des parlements, où elles ont fait tomber des gouvernements, où elles ont fait se retourner l'armée, elles ont obtenu toutes sortes de choses. La question du pouvoir, elle s'est posée dans des mouvements comme celui au Népal, comme celui à Madagascar ces dernières années. Vous aviez eu au Sri Lanka, au Bangladesh précédemment. Vous avez aujourd'hui des mobilisations révolutionnaires, plusieurs mobilisations révolutionnaires tous les ans, sur tous les continents. Ça, on continuera de le voir, c'est pas prêt de se calmer, à cause du contexte général mondial dont je parlais. C'est pas prêt de se calmer, on le verra en France comme partout dans le monde. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une contradiction fondamentale dans la situation politique française aujourd'hui. Cette contradiction fondamentale, c'est qu'en période de crise, la bourgeoisie elle ne parvient pas à assurer à la fois l'équilibre économique, c'est-à-dire le maintien des profits des patrons, et l'équilibre politique, un semblant de stabilité. Toute tentative pour restaurer l'équilibre économique engendre de l'instabilité politique. Et ça, on l'a vu de façon frappante ces dernières années, on l'a vu de façon frappante cette dernière année, où on a eu 4 premiers ministres entre septembre 2024 et septembre 2025, et toutes sortes de crises politiques absolument ridicules qui ont été commentées à l'échelle mondiale. Je veux dire, vous avez eu Attal qui a été désavoué dans les urnes, vous avez eu Barnier qui a été renversé par l'Assemblée nationale, vous avez eu Bayrou qui s'est fait harakiri face au mouvement du 10 septembre, et vous avez Le Cornu qui a trébuché un bon coup au mois de septembre, dès la formation de son gouvernement, et dont on ne sait pas aujourd'hui combien de temps le gouvernement tiendra. Tous ces gouvernements, ils ont échoué sur l'épreuve fondamentale, la question de savoir s'ils allaient réussir à faire passer un budget. C'est-à-dire faire un pas, seulement un pas, vers le rétablissement de l'équilibre économique. Et en vérité, même ce qui reste d'équilibre politique, ça ne tient plus à grand-chose. Je vous disais que les piliers du système étaient en train de s'effondrer. Les gens ne respectent plus le système parce qu'ils respectent le président, ils le détestent. Les gens ne respectent plus le système parce qu'ils respectent les partis de gauche, les partis du centre, pardon, ils les détestent. Les gens ne respectent plus le système parce qu'ils pensent que leur voix peut changer quelque chose et que la démocratie fonctionne, ils n'y croient plus. Aujourd'hui, le système tient essentiellement sur 2 piliers. Le premier d'entre eux, de ces piliers, c'est la propagande raciste, islamophobe, anti-immigration, que tous les relais de la bourgeoisie distillent pour diviser les travailleurs, et donc pour les affaiblir, parce que quand vous êtes divisé, vous êtes faible. Et je dis bien toute la bourgeoisie, tous les relais de la bourgeoisie. C'est facile pour les gens de gauche, et même pour les gens du centre, etc., de dire « Ah, c'est la faute de CNews, c'est la faute de Bolloré, il y a une offensive qui est en cours, etc., une offensive médiatique de milliardaires fascistes qui veulent nous écraser, etc. » Si c'était que ça. Le truc, c'est que cette propagande, elle vient effectivement du RN, et elle vient des médias ouvertement d'extrême droite comme CNews. Mais elle est aussi répandue par les journaux soi-disant de gauche, comme Le Monde, comme Libération, par des émissions soi-disant de gauche, comme Quotidien, etc.
Elle est répandue même par des partis comme le PS, avec Olivier Faure, qui en 2018 disait qu'il y avait une colonisation à l'envers dans les banlieues. Quand vous dites ça, vous nourrissez profondément le climat raciste en France. Elle a été répandue par le Parti communiste français, soi-disant, de Fabien Roussel, qui réclamait encore cette année l'interdiction du voile pour les sportives musulmanes. Les préjugés racistes sont distillés par l'intégralité de la bourgeoisie et tous ses relais, y compris ses relais au sein du mouvement ouvrier. Et de fait, on doit lutter contre ça de façon générale et dénoncer particulièrement le racisme qui vient, soi-disant, de la gauche. Mais même si les préjugés racistes aujourd'hui, qui sont diffusés à fond pour diviser les travailleurs, peuvent être forts aujourd'hui, il y a des gens qui sont profondément, ou qui ont l'air profondément racistes. Et ces préjugés, ils peuvent sembler désespérants. Quand vous discutez avec quelqu'un, que vous lui expliquez que non, mais le problème c'est son patron, c'est pas l'immigré, et qu'il ne comprend pas, qu'il ne veut pas comprendre, qu'il ne veut pas l'entendre, ça peut paraître désespérant, on peut se dire finalement rien ne va changer, on va rien obtenir, etc. Sauf que ces préjugés ne sont pas aussi profondément, et surtout pas définitivement enracinés qu'on pourrait le penser au premier abord. Dans la mesure où des préjugés racistes restent des préjugés, des choses que la lutte des classes peut rapidement balayer, dès lors que des vérités plus profondes en fait, apparaissent dans le cadre de la lutte. On le voit dans tous les grands processus révolutionnaires, et même dans tous les mouvements sociaux d'ampleur. Pour donner un seul exemple, en 2011, vous avez une révolution en Égypte, pour ceux qui étaient conscients à l'époque. Et cette révolution en Égypte a été particulièrement marquante, dans la mesure où non seulement elle a fait tomber le dictateur Hosni Moubarak, mais elle a regroupé en fait, les travailleurs de tout le pays, les travailleurs de toutes les confessions, de toutes les ethnies, etc., les musulmans, les chrétiens, etc., qui pouvaient se détester au quotidien. Là, dans le cadre de la lutte contre le dictateur et contre le régime, ils se sont unis, ils ont lutté ensemble, et même ils se protégeaient mutuellement. Vous aviez ces scènes, vous aviez les chrétiens qui faisaient des rondes autour des musulmans pour les protéger pendant la prière, etc. Vous avez des choses assez marquantes en fait, qui ont émergé, parce que dans la lutte des classes, qu'est-ce qui se passe? Des travailleurs qui luttent côte à côte contre leur patron ou contre le régime, qu'ils le veuillent ou non, ils sont forcés de mettre de côté leurs préjugés les uns contre les autres, sinon ils ne peuvent pas avancer. Donc voilà pour ce premier pilier du régime. Et je disais que ce pilier, la lutte des classes peut le balayer. Elle peut faire tomber les préjugés racistes des travailleurs. L'autre pilier du régime, et le plus fondamental, celui sur lequel compte le plus la bourgeoisie à ce stade, c'est la passivité des directions réformistes du mouvement ouvrier. Ces dernières années, les travailleurs français ont montré leur disposition à lutter. Ils ont enchaîné les journées de grève, les manifestations, etc. Et à chaque étape, ils se sont tournés naturellement vers leurs dirigeants naturels, c'est-à-dire vers les syndicats et vers les partis de gauche, qui sont censés être les organisations des travailleurs contre les patrons. Sauf qu'à chaque étape, ces dirigeants-là ont freiné leur lutte. Les mouvements de grève ont été organisés avec la tactique perdante des soi-disant journées d'action de 24 heures. Une grève de 24 heures et puis on retourne au travail le lendemain. Ces grèves-là ne permettent pas de bloquer véritablement l'économie. En réalité, elles servent seulement à relâcher la pression. Seulement parce que les syndicats voient que les travailleurs veulent bouger et donc ils sont obligés de leur lancer un os à ronger. Les 14 journées d'action que vous avez eues en 2023 contre la réforme des retraites, elles ont montré la puissance de la classe ouvrière. Vous aviez jusqu'à 3,5 millions de manifestants. Ces 14 journées d'action, avec une mobilisation honorable des travailleurs, n'ont obtenu strictement aucun résultat. Et quand les travailleurs, parce que beaucoup de travailleurs comprennent que la grève d'un jour et la promenade entre Bastille et République, ça sert à rien, et quand ils ont cherché à se mobiliser au-delà de ce cadre perdant, par exemple quand ils ont fait les gilets jaunes, qui sont mis à occuper les ronds-points par eux-mêmes, qui ont essayé de prendre l'Élysée par eux-mêmes, bref, les syndicats ont tout fait pour les en empêcher. Je veux dire, pendant les gilets jaunes, vous avez la CGT, la CFDT et FO qui sont allés jusqu'à signer une tribune en décembre 2018 pour condamner la soi-disant violence des gilets jaunes. Macron leur avait demandé, et donc ils ont obéi. Ils se sont désolidarisés d'un mouvement massif de la classe ouvrière française, qui avait des implications absolument énormes. Ils ont réitéré cette tactique de sabotage avec le mouvement Bloquons tout cet été. Cet été, sur les réseaux sociaux, ce mot d'ordre Bloquons tout le 10 septembre, etc., a eu un grand succès sur Internet. Et les gens ont commencé à parler de grève générale, et ils étaient nombreux à vouloir faire quelque chose pour faire tomber ce gouvernement et empêcher son budget austéritaire. Les dirigeants syndicaux qui ont vu ça, ils ont tenté de saboter la journée du 10 septembre en lançant une date concurrente le 18 septembre. C'est une vieille manœuvre de bureaucrate syndical, ça. Sauf que malgré ça, il y a eu une forte mobilisation le 10, avec notamment une grande quantité de jeunes extrêmement radicaux. Ça a été tellement important d'ailleurs, et ça risquait d'être tellement important, que Bayrou a été obligé de démissionner préventivement pour essayer de désamorcer un peu le truc, parce que la bourgeoisie craignait l'explosion sociale. Et vous avez eu une mobilisation encore plus grande le 18 septembre, avec plus d'1 million de manifestants dans toute la France. Des taux de grévistes assez importants dans les transports et dans l'éducation nationale. Autrement dit, ça aurait pu être le point de départ d'un vaste mouvement de grève reconductible. Il aurait fallu évidemment l'organiser, ce mouvement-là.
Mais ça aurait pu avoir lieu. Et ça aurait pu faire tomber Le Cornu, Macron, leur budget et même leur régime. Sauf qu'au lieu de lancer un appel à la grève reconductible sur la base du succès du 10 et du 18 septembre, la direction de la CGT a lancé un ultimatum au gouvernement jusqu'au 24 septembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Ils ont lancé cet ultimatum pour gagner du temps. Et puis, à l'issue de cet ultimatum, parce que surprise, Macron n'était pas devenu de gauche entre-temps, ils ont annoncé une énième journée d'action pour le 2 octobre, c'est-à-dire 15 jours après la mobilisation du 18 septembre. Ce faisant, ils ont démontré encore une fois leur rôle réactionnaire de frein à la mobilisation de la classe ouvrière. Ce frein aussi, il pourrait paraître désespérant. Sauf que rassurez-vous, il ne sera pas toujours absolu. À terme, même la CGT, et en vrai même la CFDT, même Force ouvrière, ils seront bousculés par la radicalisation, avec l'afflux de jeunes générations de travailleurs dans les syndicats, et ça va provoquer de tumultueuses luttes internes entre les jeunes travailleurs radicalisés et les vieux bureaucrates qui aimeraient que reste l'ordre établi. On en a vu les prémices, notamment lors du congrès de 2023 de la CGT, pendant la réforme des retraites, avec l'émergence d'une aile gauche plus combative. Il y a une aile gauche plus combative qui s'est exprimée lors de ce congrès et qui a notamment permis de rejeter le bilan de la direction sortante. Sauf qu'à ce stade, dans la CGT, l'aile droite a toujours le contrôle sur le syndicat. On pourrait y revenir dans la discussion. On a vu que Mélenchon jouait un rôle similaire sur le plan électoral. Il est à la fois le catalyseur de la radicalisation à gauche et le principal vecteur de son ralentissement, par ses virages à droite répétés. Et face aux mobilisations sociales, Mélenchon y joue un rôle particulièrement pervers, parce qu'il parle parfois plus à gauche que les dirigeants de la CGT, mais il se refuse à proposer une direction alternative au mouvement. Pendant les Gilets jaunes, il déclarait ouvertement qu'il ne voulait pas récupérer le mouvement. C'est bien gentil, parce que le mouvement avait besoin d'être récupéré, en un sens. Il avait besoin d'un programme, il avait besoin d'une direction. Pendant le mouvement Bloquons tout, pareil. Il a parlé de la grève générale, il a dit qu'il faudrait une grève générale. Très bien. Sauf qu'il n'a rien fait pour l'organiser, et il n'a rien fait quand les syndicats ont ouvertement saboté la grève. Quand Binet a lancé son ultimatum à Macron, il fallait protester, il fallait organiser quelque chose contre ça. Mélenchon n'a rien fait. Ou plutôt, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit aux gens de s'intéresser au Parlement. Désormais, la bataille était perdue dans la rue, et donc il fallait obtenir la censure de Le Cornu, il fallait obtenir la destitution de Macron, et donc l'AFI a fait son travail honorable de ce point de vue-là, elle a écrit de belles motions, etc., avec un langage très radical. Mathilde Panot a fait des discours très énervés à l'Assemblée nationale, sauf que tous les termes de l'équation sont déjà là, en fait. Les députés sont déjà élus, et il y a une majorité de droite à l'Assemblée nationale. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne transformerez pas ni LR, ni LREM, évidemment, ni même le PS, en amis des travailleurs. Ce sont des ennemis des travailleurs, ces gens-là. Donc bref, le constat est sans appel. Les directions de la classe ouvrière la freinent. Les directions de la classe ouvrière, ces directions réformistes, l'empêchent de réaliser son potentiel révolutionnaire, malgré l'énergie que les travailleurs ont démontrée, malgré l'envie de lutter. Et donc ces directions doivent urgemment être remplacées. Tant que ce ne sera pas le cas, les prochains mouvements connaîtront de nouvelles défaites. Et la vague révolutionnaire, qui arrive inexorablement, elle pourrait s'y briser, comme elle s'est brisée en juin 1936, comme elle s'est brisée en mai 68, à autant d'occasions où la classe ouvrière a montré sa disposition à se battre, mais où elle a été trahie par cette direction. Ou comme pendant la Commune de Paris aussi, où là il n'y avait pas de direction très forte de la classe ouvrière, mais où justement la classe ouvrière a brièvement pris le pouvoir, mais elle n'a pas réussi à le garder, elle l'a perdu, parce qu'elle manquait d'une direction solide. Et donc la principale chose dont on a à s'inquiéter aujourd'hui, c'est pas que la révolution n'arrive pas. La crise du capitalisme rend la révolution inévitable. Il y aura une révolution en France dans la période qui arrive. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que le Parti communiste révolutionnaire sera prêt à en prendre la direction de cette révolution? Alors au début, il est possible que non, parce qu'on est encore petit. Mais heureusement pour nous, une crise révolutionnaire, ça peut se prolonger. Et en fait, une crise révolutionnaire, c'est amené à se prolonger dans les circonstances actuelles, dans les conditions où la classe ouvrière représente la majorité écrasante de la population. Les travailleurs ne vont pas s'en tenir à une première défaite, à une première poussée qui n'aura pas marché, etc. Une période révolutionnaire peut se prolonger. On l'a vu historiquement. On l'a vu notamment en France. Après mai 68, la période révolutionnaire en France, en réalité, elle a duré plus d'une décennie, jusqu'à ce que la classe ouvrière se démoralise véritablement et que là, il n'y avait plus vraiment grand-chose à faire. Et dans une période révolutionnaire, si on arrive dès le début avec un noyau de cadres solides, on peut grandir rapidement. Et donc la tâche des communistes aujourd'hui, elle consiste à construire ce noyau de parti révolutionnaire, en commençant par recruter les éléments qui, dès aujourd'hui, se tournent vers des conclusions révolutionnaires. Ils sont très nombreux dans la jeunesse. Vous avez énormément de jeunes aujourd'hui, des dizaines de milliers, qui cherchent une voie pour renverser le capitalisme, qui cherchent un moyen de lutter, de s'organiser. Ils se disent peut-être pas communistes, il y en a beaucoup qui se disent communistes dès à présent, mais ils en partagent les idées, ils peuvent être gagnés aux idées du communisme, ces gens-là. Et donc à ce stade, notre tâche n'est pas encore de convaincre les dizaines de millions de travailleurs français
de se mobiliser pour la révolution et pour le communisme, ça viendra. Ça, ce sera notre tâche dans une deuxième phase. Mais à ce stade, notre tâche urgente, notre tâche brûlante, parce que la révolution pourra arriver vite, c'est déjà de convaincre les dizaines de milliers de jeunes et de travailleurs qui s'orientent actuellement vers le communisme, vers la révolution, de nous rejoindre, de ne pas rester dispersés, de ne pas rester communistes dans leur coin, dans leur chambre, dans leur salon, isolés, impuissants, mais de venir construire avec nous le Parti communiste révolutionnaire, celui qui conduira la révolution française vers la victoire et qui, avec les autres partis de l'internationale communiste révolutionnaire, conduira la classe ouvrière mondiale vers la victoire mondiale du communisme. Déjà pour commencer peut-être, parce que de fait dans cette conclusion je ne pourrais pas revenir sur toutes les questions que peut susciter notre position, notre analyse des perspectives pour la France, les questions qui ont été posées, celles qui n'ont pas été posées, celles qui sont en train de mûrir dans les têtes des uns et des autres, et celles qui viendront, très nombreuses, dans les discussions qu'on aura avec toutes les personnes à qui on essaiera de présenter nos perspectives, celles de notre parti, celles de notre international. Dans les discussions notamment sur la question de la France insoumise, qui vont venir souvent, parce que aujourd'hui la France insoumise c'est le principal phénomène politique à gauche, c'est crucial, et dans le cadre des élections qui pourraient arriver, à vrai dire on ne sait pas trop quand, mais au plus tard en 2027, là la question de la France insoumise va se poser de son programme, et là-dessus, tous les camarades doivent lire, relire régulièrement la critique marxiste du programme de la France insoumise qu'on a écrite. Parce que justement c'est là-dedans que vous avez cette information selon laquelle la France insoumise ne veut pas nationaliser les grands secteurs de l'économie, seulement des petits trucs par-ci par-là. Et dedans, vous avez une critique profonde qui explique aussi d'où viennent en fait les erreurs de la France insoumise et comment est-ce qu'on doit expliquer. Ça vous donne un exemple un peu de la façon fraternelle dont on s'adresse aux préjugés réformistes que peuvent avoir les gens. L'autre document dont je veux faire la pub et qui est nécessaire en fait à avoir sous les yeux quand on discute de la question des perspectives, c'est le programme du Parti communiste révolutionnaire. Parce que c'est une chose d'expliquer la crise du capitalisme et c'est une chose aussi d'expliquer pourquoi les gens aujourd'hui à gauche se trompent, pourquoi les dirigeants de la gauche du mouvement ouvrier font n'importe quoi, sous plein d'aspects. Mais ça ne dit pas ce que nous on ferait et ce que nous on avance comme mesure. Et le truc c'est que nous on a réfléchi à la question du pouvoir. On a réfléchi à ce qu'il faudrait faire pour que la classe ouvrière parvienne au pouvoir et pour qu'elle transforme la société pour la faire parvenir vers le communisme. Et c'est ça le programme du Parti communiste révolutionnaire. Donc je vous en recommande profondément la lecture et pareil à relire souvent. Donc, pour venir un peu sur les différentes questions qui ont été posées, déjà sur la question du cordon sanitaire. C'est un terme qui est intéressant, qui est utilisé par les réformistes, pour désigner le fait que tous les partis, finalement, tous les partis soi-disant républicains ou démocratiques, devraient, malgré leurs différences, passer au-dessus, en fait, passer outre leurs différences politiques, pour s'allier contre l'ennemi commun. Parce qu'aujourd'hui, on a un ennemi commun, qui serait le Rassemblement national, qui menace de faire basculer le pays dans le fascisme. Et donc, il faudrait que tous les partis, que ce soit des partis de gauche ou de droite, des partis ouvriers ou des partis bourgeois, refusent de serrer la main aux gens du RN, refusent de débattre avec eux sur les plateaux télé, refusent de les inviter, que les différents médias refusent de les inviter, et que les différents politiciens conscients boycottent les médias qui donnent la parole à l'extrême droite, etc. C'est une idée qui est assez courante. Des fois, les gens à gauche vont prendre l'exemple de la Belgique, où il y a un peu cette tradition comme ça de cordon sanitaire contre l'extrême droite en Wallonie. Le truc, c'est que nous, on s'oppose fondamentalement justement à cette tactique, et même jusqu'au concept même de cordon sanitaire. Pourquoi ? Non, parce qu'en fait, ça suppose la bonne volonté des partis bourgeois. C'est-à-dire qu'on s'appuierait sur la gentillesse des républicains, des macronistes, etc., pour que ces gens essaient de nous aider à empêcher le RN de monter. Sauf que ces gens n'ont absolument pas intérêt à empêcher le RN de monter. Parce que Macron et ses différents avatars et ses différentes réincarnations, ils ne veulent pas se présenter au second tour des élections présidentielles contre Mélenchon, qui va poser le débat sur la question de est-ce que c'est les ouvriers ou les bourgeois dont il faut défendre les intérêts, les travailleurs salariés ou les bourgeois dont il faut défendre les intérêts. Mais ils préfèrent se retrouver face à Le Pen pour que le débat ce soit est-ce qu'on doit expulser 10 000 ou 100 000 migrants, ou que le débat ce soit est-ce qu'on doit mener 1, 2, 3 ou 4 mesures racistes, sexistes, homophobes, transphobes, etc. À quel point on doit attaquer les minorités, à quel point on va attaquer les travailleurs. Ils préfèrent avoir ce genre de débat à la présidentielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez des débats d'entre-deux tours de 2017 et 2022, c'était dur, c'était pénible à écouter pour des gens qui veulent transformer la société, pour des gens qui qui espèrent en fait une société qui soit débarrassée de l'oppression, de l'exploitation, etc. Ça, c'est le rêve pour les partis bourgeois, donc ils n'ont absolument aucun intérêt à mettre ce genre de cordon sanitaire. Et donc de ce point de vue-là, on dit que la France insoumise, elle perd son temps et elle désoriente tous les gens qui la suivent en parlant et en appelant à un cordon sanitaire contre l'extrême droite. Il n'y a pas de cordon sanitaire à faire parce qu'on n'attend rien des partis bourgeois. On n'en attend rien, on ne leur demande rien. On ne demande aucun effort de leur part, on ne leur demande aucune alliance, on ne leur demande pas leur avis. On veut les renverser. On veut les renverser eux avec leur système et on les balance dans le même camp que le Rassemblement national parce qu'ils défendent les mêmes intérêts de classe.
Voilà sur la question du cordon sanitaire. Donc, on ne met même pas un cordon sanitaire contre le PS, etc. Enfin, dans une certaine mesure, si, ça n'aurait pas vraiment de sens de le présenter comme ça. On défend l'indépendance de classe de la classe ouvrière. L'indépendance de la classe ouvrière, qui est la seule force en mesure de transformer la société. C'est ça, notre programme, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on appelle aussi la France insoumise à virer à gauche et à rompre avec tout ce qui la rattache à la bourgeoisie. Est-ce que pour autant la France insoumise va rompre avec tout ce qui la rattache avec la bourgeoisie? Au fond, nous, on sait que c'est peu probable. Et d'ailleurs, on le dit assez ouvertement. Est-ce que la France insoumise va rompre de façon décisive avec la bourgeoisie? Elle ne le peut pas, tant que ça demeure un parti réformiste. La France insoumise est un parti réformiste, dans la mesure où ils ne veulent pas renverser le système capitaliste. C'est évident, ça ressort de leur programme. Et les réformistes, à propos du réformisme, ça vaut pour Mélenchon, ça vaut pour Binet, ça vaut pour les différents dirigeants de la CGT. Lénine avait une formule pour les qualifier, qui n'est pas une formule aimable, qui ne faut pas sortir comme ça à un réformiste, mais il disait que c'était des agents de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier. Et c'est vrai, scientifiquement c'est vrai. Mélenchon, Binet, et tous ces gens-là sont des agents de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier, dans la mesure où ces gens, consciemment ou inconsciemment, défendent les intérêts de la bourgeoisie en limitant les aspirations des travailleurs. Objectivement, ils jouent le rôle de notre ennemi de classe. Et ils sont liés en fait à notre ennemi de classe par toutes sortes de liens. Bien Sophie Binet, elle a le choix soit de monter sur les barricades, soit d'aller dans des salons feutrés, à discuter, prendre des petits fours, des cocktails, etc., avec les dirigeants du patronat, avec les dirigeants de l'État. Vous croyez que c'est quoi le plus confortable pour un dirigeant syndical? Évidemment, entrer dans la lutte, c'est difficile, c'est dangereux. Vous pouvez y perdre des années de salaire, vous pouvez des fois faire l'objet de violences. Vous êtes minoritaire, vous êtes contre le courant, vous êtes attaqué en permanence, vous êtes calomnié, votre réputation est salie, etc. Si jamais vous êtes docile face à la bourgeoisie, les gens vont dire « Ah, Sophie Binet est une femme respectable. » C'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord avec la CGT, mais c'est un fait que, bah voilà, elle peut... Et ils vont... ou alors, au contraire, justement, ils vont l'attaquer, jusqu'à ce que, justement, elle plie et qu'elle essaye de se conformer à ce qu'attendait la bourgeoisie. Bien, Mélenchon, ça lui arrive assez régulièrement, comme ça, de se faire attaquer, calomnier dans tous les sens. Vous avez vu des centaines de unes de journaux qui présentent Mélenchon comme un dictateur. Il y avait cette une assez sympa du Figaro, c'était il y a quelques années, qu'il présentait comme, je crois, Maximilien Ilitch Mélenchon. Pour essayer de le montrer comme une espèce de giga-dictateur totalitaire, etc. Parce qu'évidemment, pour eux, Lénine, c'est la terreur, etc. Bref, et donc, le truc, c'est que, sous le poids des calomnies, les dirigeants réformistes sont souvent amenés à céder. La bourgeoisie leur dit « Non mais vous n'allez quand même pas faire ça !» Ils disent « Non, on va quand même pas faire ça, vous inquiétez pas !» C'est typiquement la façon dont la bourgeoisie a réussi à faire signer aux dirigeants de la CGT, qui sont pourtant censés défendre les travailleurs, et donc, quand les travailleurs se mobilisent, c'est-à-dire pendant les Gilets jaunes, ils sont censés défendre les Gilets jaunes. Et si jamais les Gilets jaunes commettent des violences, ils sont censés dire « Peut-être que ces violences existent, mais c'est toujours moins grave que les violences de la bourgeoisie. » Ça, c'est une position de classe. Eh ben non, quand Macron leur dit « Non mais vous n'allez quand même pas soutenir les violences des Gilets jaunes », la CGT effectivement, va à la niche. Elle signe les tribunes contre la violence des Gilets jaunes. Donc bref, c'est en ça que ce sont des agents de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier. C'est une vérité scientifique, parce que le marxisme est une science. Mais comme le rappelait Jérôme, le marxisme est une science, mais la tactique est un art. Si jamais vous allez voir un sympathisant de la France insoumise ou un militant de la France insoumise et que vous lui dites « Tu es un agent de la bourgeoisie, et Mélenchon est un agent de la bourgeoisie », vous passerez pour un débile. Et à juste titre. C'est une attitude sectaire, en fait, de fonctionner comme ça. Beaucoup de gens ont des illusions, sincèrement, dans le réformisme. Ils ont des illusions dans le réformisme, ça se comprend, dans la mesure où la révolution, c'est un truc assez incertain. Vous ne savez pas si vous allez gagner. Et c'est dangereux, et c'est difficile. Ça met la société dans un état de guerre civile. La révolution, ça peut mettre la société dans un état de grande violence, etc. C'est un truc dans lequel on ne s'engage pas à la légère. Personne ne s'engage à la légère dans la révolution. Et d'ailleurs, même personne ne s'engage à la légère dans une grève. D'ailleurs, une grève, vous perdez des journées de salaire. Il y a des gens qui ont des gros salaires, etc., qui peuvent avoir de l'argent de côté, donc pour eux, une grève, c'est possible, c'est tenable. Il y a beaucoup de gens pour qui la grève, c'est quitte ou double. Ou bien la grève l'emporte, et dans ce cas, ça valait le coup. Ou bien la grève ne l'emporte pas, et dans ce cas, j'ai juste perdu de l'argent, et je me mets dans de grosses difficultés. Et donc les gens ne sont pas prêts à s'engager à la légère dans la lutte. Et donc le réformisme, de ce point de vue-là, il est consubstantiel à un certain niveau de conscience de la classe ouvrière. On ne peut pas le combattre en insultant les gens, et on ne peut pas le combattre en essayant de les éveiller au marxisme, comme ça, par la simple force de la conviction. Les gens vont devoir passer par l'expérience pour voir qu'effectivement le réformisme ne fonctionne pas. Et ils ont commencé à passer par une certaine expérience, et c'est ce qui fait qu'il y a des couches qui d'ores et déjà s'orientent vers la révolution, ou qui hésitent entre le réformisme et la révolution, ou qui ne voient pas forcément très nettement la distinction entre les deux. Mais de fait, la grande majorité de la classe aujourd'hui en est encore à cette étape du réformisme, elle va encore devoir faire l'expérience du réformisme. C'est douloureux, c'est pénible, mais c'est comme ça. Et ça, c'est un élément qui nous distingue pas mal des autres organisations de la soi-disant extrême gauche.
C'est un terme qu'on utilise peu, qu'on ne rejette pas forcément complètement, mais disons qu'il n'a pas forcément d'intérêt dans la mesure où justement il isolerait les révolutionnaires du reste de la classe. Ce qui est important, c'est écrit dans le manifeste du Parti communiste, c'est un principe fondamental pour les communistes. Les communistes ne constituent pas un parti distinct du reste de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas une organisation des gens qui ont tout compris, qui sont merveilleux, qui ont des super perspectives, etc., et qui peuvent dire « on l'avait dit, on avait bien compris », etc. Ça, c'est sectaire. On est des gens qui essaient de comprendre la situation pour pouvoir intervenir dans les mouvements de la classe ouvrière, pour pouvoir s'adresser justement aux gens qui n'en sont pas encore à ces conclusions révolutionnaires. C'est ça qui fait le cœur finalement de ce qu'est un parti communiste. Le parti communiste essaie toujours d'être lié à la classe, parce que son objectif à terme, c'est pas juste d'être ceux qui ont eu raison contre tout le monde dans toutes les périodes, et qui voilà, ont pu connaître un sort tragique dans les révolutions, ils ont soutenu les positions révolutionnaires envers et contre tout, contre vents et marées, il y a un certain romantisme là-dedans. Mais nous, notre but, c'est pas d'avoir des vies romantiques et de finir comme des perdants glorieux. Notre but, c'est de gagner, c'est de l'emporter, c'est de renverser ce système, et on ne pourra pas renverser ce système sans avoir avec nous la majorité de la classe ouvrière. Pour avoir la majorité de la classe ouvrière, il faut être capable de lui parler, il faut apprendre à parler son langage. C'est pour ça qu'on met autant d'activités, qu'on va sur les manifestations, sur les piquets, devant les universités, devant les métros, etc. Et qu'on parle aux gens. Quand on diffuse notre journal, on n'est pas juste là à essayer de faire du profit pour l'entreprise de révolution ou quoi. Je vous annonce qu'on ne fait pas de profit. Mais on est là pour diffuser nos idées. Et on est là aussi pour apprendre à parler aux gens. Ne pas rester justement dans un isolement sectaire, mais bien à se connecter, à parler avec la classe en permanence. Et donc la question de rompre avec la France insoumise, justement à ce stade, n'est pas d'actualité. Jérôme l'a expliqué. Sur la question de pourquoi les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est un fait que les autres ne comprennent pas ce qui se passe, que toutes les autres organisations se trompent dans leur perspective. Nous, ça nous arrive de nous tromper dans nos perspectives. Pour le coup, on n'a pas les perspectives parfaites, une boule de cristal qui annonce de façon précise tout ce qui va se passer. Ça peut nous arriver de faire des erreurs de perspective. Quand on en fait, on les corrige. Mais globalement, sur l'essentiel, on a beaucoup plus raison que les autres. Et si vous regardez nos documents, tous les documents qu'on a écrits par le passé, on s'en vante, on en est assez fiers, parce que, franchement, face à la situation telle qu'elle était à chaque année, on a globalement bien perçu les tendances fondamentales et comment est-ce qu'elles allaient évoluer. Aucune autre organisation ne peut se targuer de ça, parce qu'aucune autre organisation ne dispose des idées du marxisme. Et c'est pas prétentieux de dire ça. Dans la mesure où les idées du marxisme, en fait, sont l'aboutissement de la philosophie moderne, de la pensée moderne, de l'étude économique, de l'étude de la société, etc. C'est la science, en fait, de la société qui est la plus complète à ce stade, à ce jour. Et donc, c'est celle qui permet d'analyser le mieux comment fonctionne le monde. Quelle est la méthode dont se servent les autres ? Les autres organisations, notamment à gauche, vont dire « le marxisme, c'est bien, mais il faut le mélanger avec d'autres trucs, et après tout, voilà, il ne faut pas être dogmatique non plus. » Donc, on en parlera de cette question du dogmatisme et de comment, justement, en fait, on se lie à la théorie marxiste. Mais de fait, personne n'a véritablement une analyse marxiste sérieuse de la situation. Ce qui fait que les gens, face aux différents bouleversements dans la situation, face à un événement imprévu, face à une nouvelle tendance qu'ils n'avaient pas anticipée, etc., ils paniquent. Ils font ce qu'on appelle de l'impressionnisme. C'est-à-dire qu'ils ont une première impression de comment évoluent les événements, et donc ils agissent, ils mettent toute leur force dans ce sens-là, et souvent ils se trompent, ils zigzaguent en fait en permanence. Donc bref, c'est ça qui fait la différence de méthode, et c'est ça qui fait que la plupart des autres ne parviennent pas à anticiper comment évolue la situation. Et du coup, on pourrait se dire, super, si le Parti communiste révolutionnaire a les meilleures perspectives, qui comprend ce qui se passe, etc., il devrait déjà être au pouvoir. Parce que, après tout, si jamais vous êtes les plus perspicaces, si jamais vous avez perçu comment fonctionnent les grandes tendances, etc., on devrait être capable d'arriver à s'en servir, on devrait être capable de faire fonctionner la situation à notre avantage. Le truc, c'est que on n'est pas un parti bourgeois qui défend les intérêts de la bourgeoisie et qui, du coup, regarde les grandes tendances qui sont à l'œuvre, par exemple dans la classe ouvrière, pour se dire, là, du coup, puisque les travailleurs sont en train de se mobiliser, il faut essayer de les diviser en lançant une nouvelle polémique raciste. Ou alors, ah là là, puisque là, les travailleurs sont en train de se mobiliser, il faut essayer de corrompre leurs chefs pour qu'ils arrêtent les mouvements sociaux, etc. Ça, c'est ce que font les dirigeants bourgeois les plus perspicaces, qui, des fois, souvent, vont rejoindre nos analyses sur certains points. Mais nous, de fait, le camp qu'on défend, les intérêts qu'on défend, c'est ceux des travailleurs. Et les travailleurs, ils ont une grande qualité, une grande capacité, c'est qu'ils sont l'immense majorité de la population, et c'est que c'est eux qui font tourner toute l'économie. C'est eux qui sont indispensables. Quand ils font grève, il n'y a plus rien qui tourne. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est le pouvoir. Et ce qu'ils n'ont pas, c'est l'argent. C'est la propriété des moyens de production. Et donc aujourd'hui, la classe bourgeoise, à l'heure actuelle, elle parvient à régner, en fait, elle parvient à établir son règne, parce qu'elle a le contrôle sur la situation, parce qu'elle a le contrôle sur l'économie, elle a le contrôle sur la vie politique. Nous, on ne dispose pas de ça à ce stade, et c'est ce qui fait que c'est pas facile de prendre le pouvoir, c'est pas facile, on doit lutter justement contre toute la force de la bourgeoisie, qu'elle met matériellement dans le fait d'écraser les travailleurs, qu'elle met à travers ses forces de police pour la répression, et qu'elle met idéologiquement à travers justement la corruption des dirigeants du mouvement ouvrier, à travers toutes ces attaques idéologiques qui permettent à ce stade de démobiliser
et de diviser les travailleurs. Et donc j'expliquais qu'il y a le processus moléculaire de la révolution qui joue en fait à l'inverse de ça, qui fait que les gens se tournent vers les idées révolutionnaires et qui fait que les gens se tourneront à terme vers l'action révolutionnaire. Et c'est un truc qu'on a vu à l'échelle de l'histoire pas mal de fois. Et effectivement, le marxisme existe maintenant depuis plus de 100 ans et les marxistes n'ont pas encore réussi à transformer la société. Enfin, ils ont fait un essai qui a quand même pas trop mal marché avec la révolution de 1917. Les travailleurs ont réussi à prendre le pouvoir à cette occasion-là. Ensuite, la révolution a dégénéré pour des raisons que j'ai évidemment pas le temps d'expliquer ici. Mais de fait, il est possible pour les travailleurs de prendre le pouvoir, ça a été démontré. Ça avait déjà été montré à petite échelle avec la Commune de Paris. Et en vrai, l'expérience des révolutions qui ont suivi la révolution russe a montré que les travailleurs étaient capables de mobiliser une grande énergie et étaient en mesure de prendre le pouvoir dès lors qu'ils ont une direction adaptée. Mais la question du rapport entre la direction révolutionnaire et l'énergie des masses, l'initiative des masses, on en traitera demain dans la discussion classe, parti et direction. Et donc, je laisserai à Guillaume le soin de répondre là-dessus. Donc, je vais m'arrêter là.